Voici la troisième et dernière vidéo concernant les outils de condensation qui se veut être un passeport pour le futur dans le sens où bien ce sont des pistes à utiliser, à imaginer, possibles, qu'il faudrait explorer. Alors je rappelle qu'il y a au début de 1905 je crois, Picasso a créé un nouveau tableau qui est les Demoiselles d'Avignon. Et dans ce tableau, il y avait sur le même plan des personnes qui étaient représentées debout et d'autres allongées. Structure qui a complètement été novatrice pour lui, mais complètement farfelue, inacceptable, et pour la plupart des concitoyens, même de ses proches amis peintres, qui considéraient que c'était un outrage fait à l'art. Oui, nos façons de construire et de partager nos représentations du réel dépendent d'habitudes et je dirais, d'itinéraires déjà bien inscrits dans la société. Et nous avons déjà vu, et nous allons les revoir en passant, quelques façons d'explorer le discernement et de condenser la complexité sans avoir pris pour le moment soin de définir les modalités de reliance. Donc nous avons exploré des visions, des représentations multipolaires, 3 pôles, 4 pôles, avec des sous-pôles contraints, symétriques. Nous avons exploré diverses modalités de reliance plane, volumique ou multidimensionnelle, qu'elles soient séquentielles, interactives ou fractales. Donc, nous allons en repasser 3. Cette première représentation, donc, centrée sur 4 pôles racines, qui chacun se développe en sous-pôles, avec des logiques de construction qui peuvent être de rassembler dans chaque sous-pôle les parties, les points positifs, les points négatifs, ou alors dans une matrice un peu plus élaborée, qui représenterait pour chaque pôle principal P1, par exemple, le sous-pôle des forces, des faiblesses, qui est la situation actuelle, et puis les opportunités et les menaces que l'on peut envisager pour le futur. Et donc, cette représentation-là, multipolaire, est finie, dans le sens où il y a 16 pôles, et tout notre horizon doit être inscrit dans ces 16 pôles. Mais on peut décider de supprimer les 4 pôles intérieurs, et à ce moment-là, on se retrouve avec 16 pôles en interaction, puisque le départ des 4 pôles racines a été un moyen de créer ces 16 pôles, et là, nous allons pouvoir les regrouper de façon différente, mais toujours par 4 familles de 4 pôles, avec des flèches dont on n'a pas encore défini les modalités, flèches d'interaction à double sens entre chacun de ces 16 pôles. Puis nous avons exploré un autre modèle où les 4 pôles A, B, C et D, dans un modèle de reliance séquentielle, A relie B qui relie C qui relie D, et puis on peut faire tourner le cycle qui revient dans A, B, C, D. Eh bien, on peut considérer que chaque pôle A, B, C ou D est lui-même constitué de ce quadripôle. Donc, à l'intérieur de A, on va retrouver le petit A, le petit B, le petit C, le petit D, qui suivent la même séquence. Donc, c'est une représentation fractale, dans le sens où, quel que soit le niveau d'organisation, eh bien, on va retrouver le même modèle invariant, A, B, C, D,
en logique séquentielle, comme nous l'avons exploré par exemple dans la représentation du processus de décision. Nous allons maintenant dans cette troisième vidéo de condensation de l'information, nous allons approfondir quelques pistes nouvelles qui vont être les représentations focalisées sur les flux ou sur les processus, les reliances par des organisations pensées par Puls, et puis après nous ferons un pas sur l'approche neuronale, l'approche fractale et contextuelle et l'approche génétique. Donc des pistes pour vous donner des idées de construction de condensation. Alors quand on a défini un processus qui est un ensemble d'étapes pour partir d'une demande, d'un besoin et réponse à ce besoin par un service, un produit, une action, eh bien nous pouvons imaginer par exemple une structure, une organisation qui a 4 processus, le processus G qui est un processus par exemple de pilotage, le processus C qui est un processus de conception, de prise en compte de la demande qui a été exprimé en 1, et le processus A qui est l'acquisition de moyens pour pouvoir réaliser cette commande, et ensuite le processus de production visant à satisfaire la demande par un produit ou un service. Alors nous avons mis la focalisation sur les 4 processus et avons identifié évidemment 2 flèches entrantes et une flèche sortante. La flèche entrante bleue, c'est la 1, c'est celle qui caractérise le flux de demande informationnelle. La flèche 2 rouge caractérise par exemple le flux de matière et qui va se terminer par la livraison d'un produit. Et puis le flux 3, c'est un flux de pilotage qui va partir du processus G. Donc nous regardons cette cartographie en attirant notre attention sur les processus. Nous pouvons aussi inverser la chose et essayer d'identifier, par exemple, concernant les flux d'informations, mais on peut aussi parler des flux financiers, des flux de personnes, des flux de matières premières, etc. Là, nous allons aller sur des flux d'informations, représenter les processus comme des points qui sont les points qui transforment l'information, mais nous allons nous focaliser ici sur la représentation des flux. Alors, nous avons dans la veille stratégique les différents niveaux de pilotage, qu'ils soient stratégiques, tactiques ou opérationnels, qui vont décliner des flux de plus en plus fins et de plus en plus court terme. Et ces flux vont être associés à d'autres flux, vont être transformés par des flux venant de la demande externe, qui vont interférer d'une part avec les différents niveaux de pilotage, de gouvernance, et ensuite vont interférer avec l'ensemble des données qui définissent un produit ou un service, avec un système de banque de données générale qui va nous permettre de réaliser les processus C de conception, A d'achat et P de production. Nous voyons que on peut penser soit en nous orientant vers la description fine des processus ou vers la description fine des flux. Donc c'est un choix que nous pouvons prendre suivant la problématique que nous allons traiter. Maintenant, nous allons passer sur une autre façon de penser les choses, c'est-à-dire en termes de pulse.
fait, si on prend tout autre domaine, notre vie est organisée sous forme d'un ensemble de pièces qui s'ajustent bien et qui font que notre vie a une certaine unité, et chacune de ces pièces est une des composantes, une de nos activités. Il nous a fallu du temps pour pouvoir réaliser cette unité, cette diversité, cette richesse. Dans un couple, nous avons un pulse chacun, mais dont un certain nombre de pièces vont correspondre. Et si l'on enlève dans un pulse personnel par une séparation soit d'un métier, soit du conjoint, nous allons enlever une pièce du pulse. Et la question va savoir être reconstituer ou retrouver la pièce manquante, ou alors dire, eh bien, à partir de ce changement, je vais recomposer tout ou partie du pulse. Nous pouvons aussi voir le pulse dans une autre perspective. C'est celle de la gestion de projet. Dans un projet à, je dirais, objectif de fédérer un ensemble de participants, une équipe, une population, dans un projet politique par exemple, bien la cible, c'est-à-dire le but du projet, doit être pensé de manière assez vaste pour pouvoir intégrer différentes cibles de différents groupes sociaux ou individus. Et donc on va pouvoir imaginer comme la cible étant l'espace, ce grand cercle bleu qui va recouvrir des buts très différents, mais en fait pas si éloignés que ça, qui vont créer de la synergie. Et c'est l'ensemble de ces petits buts qui vont permettre de mettre en mouvement une équipe, un comité citoyen, un grand projet organisationnel, ainsi de suite, en ayant pris soin que chacun puisse, par une stratégie de projet latéral, c'est-à-dire un projet plus étroit, plus précis, plus singulier, eh bien, amener l'ensemble des acteurs à œuvrer pour le bien commun. Et en fédérant tous ces petits projets, en trouvant les synergies, on va pouvoir avancer ensemble vers un but commun, mais suffisamment large pour n'exclure personne. Autre piste, c'est celle du Rubik's Cube. Eh bien, effectivement, un Rubik's Cube peut présenter un certain nombre de constructions mentales qui vont mettre en relation, face à face, certains petits cubes, avec toutes les combinaisons possibles, et suivant la façon dont on va chercher à orienter la représentation mentale, la construction de la vision, on va rechercher à faire des faces uniformes en termes de couleurs, ou multicolorées, pour générer les interactions qui sont les plus efficaces à prendre en compte. Voilà donc quelques outils ou pistes de modélisation qui peuvent servir à aller plus loin que les outils présentés dans la première et deuxième vidéo. Là, nous allons changer carrément de dimension. Nous allons regarder comment un neurone fonctionne et à partir de ce fonctionnement, imaginer comment nous pouvons, à une échelle beaucoup plus grande, réfléchir à travers la connaissance que l'on a de ce modèle de représentation. Alors, on a longtemps comparé le cerveau à un ordinateur, ce qui est, disons, très éloigné de la réalité. Un neurone lui-même, si on le compare à un transistor, on verra qu'il est beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant et inclut beaucoup plus de variables. Un transistor a une base d'alimentation en puissance qui va pouvoir être modulée par un émetteur
a une valeur sortante qui soit 1, soit 0. Soit le courant passe, soit le courant ne passe pas. Bien, le neurone est un organisme beaucoup plus complexe, avec deux façons de le représenter. Il y a différents types de neurones, différentes formes de neurones. Un neurone reçoit 1 millier de synapses, de connexions qui vont entrer dans son corps, et lui-même va produire donc des sorties qui seront soit des potentiels d'excitation d'autres neurones, soit des potentiels de commande, parce que nous serons à un niveau plus fort, soit des potentiels de synchronisation pour donner de la puissance collective à un message, et donc potentiel d'excitation, potentiel de synchronisation et fréquence d'excitation vont permettre, disons, de réaliser ce qu'on peut appeler les fonctions d'apprentissage. Alors le neurone peut être excitateur, synchronisateur ou inhibiteur. Et son statut peut être atone, en inhibition, en potentiel, où il a dépassé le seuil d'action. Et ce neurone est alimenté en énergie par des cellules gliales, depuis le vaisseau capillaire. C'est la cellule gliale qui est en nombre 10 fois plus grand que les neurones. Les neurones dans le cerveau, il y en a une centaine de milliards. Eh bien, les cellules gliales, par une longue transformation en une 13 étapes, je crois, de glucose, vont pouvoir, ces petites usines, alimenter le neurone en énergie. Eh bien, notre neurone peut servir de métaphore de la façon dont nous allons construire nos différents pôles, notre cartographie multipolaire, en sachant qu'un neurone, globalement, va avoir à transporter un message, mais d'une manière plus ou moins modulée, qui sera le type de reliance que l'on va définir. Et en particulier, dans la vidéo de l'échelle des niveaux de complexité, on définira ces différents niveaux de méthodes de reliance. Alors, notre cerveau fonctionne par famille, par assemblée de neurones qui se connectent entre eux. Donc, le nombre de neurones est très très grand, mais le nombre de connexions est multiplié par 1000. Donc, le nombre de connexions est considérable. Et cette façon de construire notre représentation mentale aura peut-être une résonance forte avec la façon dont les neurones fonctionnent, et c'est peut-être pour cela qu'après entraînement, des cartographies dessinées sont autant performantes et autant faciles à mémoriser par rapport à un texte qui, lui, est mémorisé dans notre langue française, essentiellement par les prépositions de relations logiques, qui est une façon de créer de la reliance, une façon séquentielle de lier l'information. Là, avec les cartes mentales, disons, géographiques ou neuronales, eh bien, on a une autre façon de relier, en utilisant les couleurs, en utilisant les multiples possibilités de connexion, et nous aurons ainsi ce que Tony Buzan appelle l'idée de dessiner l'intelligence. Là, je vais sortir un petit moment donc du biologique pour rappeler que l'approche fractale dont j'ai évoqué tout à l'heure la richesse dans
un quadripôle à logique séquentielle peut être assez bien représenté par le langage informatique orienté objet, c'est-à-dire le langage informatique qui vous permet d'utiliser votre écran d'ordinateur et d'activer un certain nombre d'actions à partir de votre souris. Votre souris va avoir un comportement tout à fait différent si elle touche un texte, une image ou une vidéo. Dans le langage informatique orienté objet, il y a deux dimensions importantes. Une dimension fractale, qui est un héritage parental, donc qui est un invariant. C'est un peu l'ADN de l'objet. Par exemple, il y a l'ADN fenêtre. On peut avoir des grandes fenêtres ou une petite fenêtre contextuelle quand on clique sur le côté droit de la souris. Mais c'est toujours le même objet fenêtre. Et cet objet invariant va être adapté en fonction du contexte. Et donc, il va y avoir des méthodes et des apparences qui vont différer, comme je le disais précédemment, par l'utilisation de la souris. Donc là, vous voyez deux boutons qui sont des boutons d'action. Et quand on les clique, eh bien, eux vont aller plus loin, vont produire une action qui a été disons, programmée. Donc ça va aller beaucoup plus loin que la simple table de choix que propose la souris quand on clique à droite. Le langage informatique orienté objet montre que dans le cas d'une représentation fractale, comme j'ai représenté tout à l'heure le processus quadripolaire séquentiel, eh bien, le contenu de la séquence peut être paramétré en fonction du niveau où se trouve ce processus. Alors maintenant, nous allons revenir sur, non pas le neurone, mais un modèle biologique un peu plus gros. Le modèle biologique, c'est à partir d'un noyau de la cellule qui est le cercle en bleu clair, il y a un noyau en vert avec l'ADN, et l'ADN va se dupliquer pour pouvoir former deux cellules, la division cellulaire. Il existe un modèle analogique qui a fonctionné dans l'entreprise, et je l'ai découvert dans le cadre de l'entreprise Hewlett-Packard, dans les années 80 à 90, maintenant je ne sais plus comment elle fonctionne, mais à cette époque, eh bien, une division était organisée autour de trois noyaux: la production, le marketing et le laboratoire, donc l'unité de recherche. Et quand une deuxième division devait se mettre en œuvre, eh bien, on commençait par dupliquer un noyau, par exemple le laboratoire, ou la production, ou le marketing, suivant la situation. Et on avait donc une petite cellule de production, une nouvelle division, qui allait se mettre en route. Et après une taille critique, elle intégrait un deuxième noyau, et puis enfin un troisième noyau. Et quand le troisième noyau était en œuvre, la deuxième division était autonome par rapport à sa division mère. Et chose remarquable dans ce modèle, c'est que les responsables de chaque noyau partaient créer le nouveau embryon de division, ce qui fait que la structure en place pouvait faire venir à la responsabilité des personnes qui étaient déjà habituées à vivre ensemble, et en laissant à ceux qui étaient les plus expérimentés la responsabilité de créer quelque chose de nouveau. Quand on essaye de combiner le modèle précédent, celui du langage objet,
qui associe la notion d'hérédité et de contextualisation à ce modèle biologique, on peut arriver à quelque chose qui sera d'ailleurs le terme de la présentation, qui est l'approche génétique et épigénétique. Dans une cellule, le noyau contient un ADN dont la partie de codage, qui est représentée en rouge, est très très courte par rapport à l'ensemble de l'ADN. Et il y a d'autres parties dans cet ADN, comme la partie en jaune, qui vont se détacher de l'ADN pour aller collecter des informations qui sont dans le cœur de la cellule. Et la cellule est elle-même immergée d'un certain nombre d'informations qui viennent des autres cellules, car ces parois sont poreuses. Et cette partie de conditionnement du codage va venir influer sur la reproduction de la partie du génétique qui va donner naissance à la nouvelle cellule et va pouvoir la transformer, la spécifier, etc. Eh bien, ce qui se passe dans le vivant peut être utilisé dans un modèle informatique, dans un modèle organisationnel, pour pouvoir créer de nouvelles façons de penser le développement, la prise en compte à la fois du cœur, qui est l'invariant, l'approche génétique, et ce qui est le plus nourricier, qui vient de l'extérieur, qui est l'approche épigénétique, qui permet, en associant les deux, d'adapter de manière intelligente la duplication et la création d'une nouvelle cellule, d'une nouvelle organisation, d'un nouveau projet. Donc voilà, avec cette dernière figure, quelques idées, quelques pistes à imaginer pour modéliser d'une manière encore plus riche et plus condensée, plus ouverte, notre complexité du monde dans lequel nous vivons.